Sur la question de l'adéquation entre le modèle latino-américain, qui est le modèle intensif, utilisation à grande échelle des intrants, notamment les fertilisants, les produits phytosanitaires, matériel végétal à haut rendement, et le modèle africain qui est constitué essentiellement de petits producteurs dont les rendements sont plutôt bas, nous pensons que la vérité se trouve quelque part au milieu. L'Amérique latine a un modèle qui lui correspond parce que de nature, les latino-américaines dans le domaine économique sont plutôt business oriented, on va dire, sont orientées beaucoup plus sur les affaires, alors que du côté de l'Afrique, c'est beaucoup plus l'agriculture familiale avec son caractère extensif, mais pas véritablement orientée sur la recherche d'un profit financier, d'un profit économique. Donc, ce que nous recommandons, c'est que l'Afrique prenne un certain nombre d'éléments de l'Amérique latine, notamment l'utilisation de matériel végétal à haut rendement, résistant aux maladies, l'application de bonnes pratiques agricoles. Tout ce qui est recherche scientifique doit être innové pour que les producteurs africains soient toujours en train de réfléchir à une adéquation entre ce qu'ils plantent et ce qu'ils en sortent. Donc c'est un processus qui ne prendra pas 5 ans, c'est un processus qui, à mon avis, ne prendra même pas 10 ans. Il faudra au moins une dizaine d'années. Mais il y a la volonté politique et il y a la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique sur l'économie dans les pays africains. L'économie cacaoyère, cela s'entend dans les pays africains. Et pour nous, c'est une conversation qui doit déjà commencer et des politiques idoines mises en place et appliquées par les pays africains. Concernant l'Organisation internationale du cacao, on sait donc qu'il va y avoir un déménagement vers la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que cela implique pour l'organisation? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences importantes? Parce qu'on va se retrouver tout de même concentré chez le premier producteur au monde, qui aura le siège. La direction, on ne sait pas encore qui va la prendre. Mais qu'est-ce que ça a comme implication concrète? Je pense, moi, que depuis la mise en œuvre de l'accord de 2001, l'accord de 2001, par ici j'entends accord international sur le cacao, l'accord de 2001 a consacré l'émergence d'une dimension de développement au sein de l'Organisation internationale du cacao. Nous sommes passés du stade interventionniste où à Londres nous avions un stock régulateur qu'on utilisait pour intervenir sur le marché à un stade où l'organisation devenait véritablement un outil de développement. En tant qu'outil de développement, l'essentiel des activités de l'organisation était orienté vers les pays producteurs avec l'appui des pays consommateurs. Donc, dans cette même logique, déplacer le siège de l'organisation de Londres vers un pays producteur, je ne dis pas la Côte d'Ivoire en particulier, mais vers un pays producteur répond à cette nouvelle dynamique de positionner l'organisation au centre du débat, positionner l'organisation là où il y a des défis les plus importants à affronter. L'espoir est que l'organisation et ses pays membres pourront percevoir d'une manière beaucoup plus concrète les réalités auxquelles sont confrontés les producteurs et donc pouvoir apporter des solutions idoines. Donc, c'est vrai, c'est un défi. Quitter Londres après 43 ans, ce n'est pas une mince affaire. Aller dans un pays qui, pour certains, est un territoire absolument nouveau, c'est un défi au plan personnel, mais j'ai foi non seulement en la capacité de cette organisation à relever ces défis, mais j'ai foi également en la capacité du gouvernement ivoirien qui nous accueille à mettre en place toutes les opportunités pour que l'organisation véritablement fleurissent à Abidjan. En cela, nous avons le soutien des pays latino-américains et des pays asiatiques également qui acceptent que l'organisation se déplace à Abidjan avec les pays européens notamment. Et donc, nous n'avons aucune inquiétude en ce qui concerne l'avenir de l'ICCO. C'est vrai que certains membres du personnel, pour des raisons diverses, ne suivront pas l'organisation à Abidjan, mais c'est un défi que l'organisation se doit de relever. D'autres personnes vont émerger, tout aussi compétentes, sinon plus que celles qui n'y vont pas, et l'ICCO continuera à rayonner comme il a toujours été. Dans votre premier propos, vous avez souligné tout de même la différence de type de production entre l'Amérique latine, notamment des pays comme l'Équateur, qui est une véritable émergence sur le cacao, et l'Afrique. Alors le fait que le siège soit en Côte d'Ivoire, donc avec un certain type de production, est-ce que ça ne risque pas de créer une scission au sein des pays producteurs? Absolument pas, bien au contraire.
Bien au contraire, on l'a vu dans le contexte de l'ICCO, il existe au sein des pays producteurs une solidarité agissante. Vous l'avez vu également en République dominicaine lors de la 3e conférence mondiale. Il y a, on va dire, une connexion entre les deux groupes qui indiquent clairement que les pays africains sont soucieux d'apprendre auprès de leurs collègues latino-américains. Donc cette délocalisation aurait pu être une source d'inquiétude si les pays latino-américains avaient indiqué une préoccupation, on va dire une hésitation quant à la délocalisation. Or, ce n'est pas le cas. Les pays latino-américains sont en phase avec les pays africains et en particulier la Côte d'Ivoire sur la question de la délocalisation. Il a été proposé également, chose dont le Conseil va débattre incessamment, la création de bureaux régionaux, dont le premier serait donc en Amérique latine. Donc, tous ces éléments vont concourir à renforcer la coopération entre pays producteurs d'abord et entre pays producteurs et consommateurs ensuite. Donc, plutôt que d'affaiblir l'ICCO avec la délocalisation sur Abidjan, nous pensons que c'est une opportunité pour chaque région de se redynamiser et toujours dans le creuset important que constitue la famille de l'ICCO. Les matières premières sont cycliques, nous sommes sur une tendance haussière pour l'instant. On est revenu d'une analyse où c'était la crainte d'un déficit à l'horizon 2020, etc. Maintenant, on estime qu'on sera plus ou moins à l'équilibre toutes ces prochaines années. Est-ce que vous estimez que cette hausse, ces prix élevés du cacao vont chuter très prochainement tout de même? Je n'ai pas de raison objective de penser que les prix vont chuter. Et l'élément fondamental qui guide ma position, c'est le fait que lorsque nous observons les tendances au niveau de la consommation, nous ne voyons pas d'indicateurs structurels pour nous dire que la consommation va baisser. Nous avons deux paramètres principaux qui n'ont pas véritablement varié. Au niveau des pays traditionnels, les marchés traditionnels que sont l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, la consommation de chocolat avec une haute teneur de cacao est en pleine stagnation, on va dire, voire en croissance. Plutôt modeste, mais en croissance. Aujourd'hui, toute la dynamique en termes de croissance de la consommation vient des pays émergents et des pays producteurs. Donc nous pensons que cette tendance va se consolider dans les années à venir. Donc dire que les pays producteurs sont à eux-mêmes de provoquer une baisse des prix, je ne crois pas. Nous sommes très optimistes. Nous pensons d'ailleurs que la nouvelle approche qui est de promouvoir la consommation de cacao dans les pays producteurs, ajoutée à la croissance naturelle qu'il y a dans les pays émergents, dans les pays traditionnellement grands consommateurs que sont l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, sont des paramètres qui vont maintenir les prix à un niveau, on va dire, durablement encourageant.